tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre débat économique de la semaine qui vous parle de l'économie qui vous concerne. Ce soir, on vous parle du devenir des entreprises dont les patrons sont en prison ou pourraient l'être bientôt. Beaucoup de questions sont nécessaires à poser autour de ces entités. Ces entreprises dont nous allons vous parler sont pour la plupart des entreprises familiales et donc, entre autres, des entreprises avec une structure potentiellement fragile. Est-ce que la masse salariale résistera au choc que ces entreprises rencontrent actuellement? Pour celles qui sont fortement endettées, comment ces entités seront-elles gérées si demain les administrateurs de banques prenaient les rênes de la gestion de ces entreprises? Pour répondre à ces questions et vous éclairer, vous qui peut-être êtes concernés par cette question, nous avons le plaisir de recevoir M. Ali Harbi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en gouvernance d'entreprise et stratégie de développement durable. Vous êtes également membre de Hawkam El Jazair et de CARE, le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. J'ai le plaisir de recevoir M. Mourad Goumeri. Bonsoir. Vous êtes professeur associé, vous êtes expert économique et ancien membre du CNES. Et j'ai le plaisir aussi de recevoir M. Djiloul Boubir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire aux comptes. Voilà, donc le débat ce soir, nous n'allons pas l'entamer tout de suite. Nous l'entamons comme d'habitude avec un sujet qui concerne justement les entreprises dont les patrons ont été écroués. On vous propose de revenir sur le contexte économique d'abord, qui est très difficile, marqué par la crise politique actuelle. Un contexte dans lequel baignent les entreprises globalement et difficilement, et encore plus difficilement fragilisées lorsque leur tête est décapitée. Le reportage est réalisé par Nawal Abada et on revient tout de suite après. Près de 4 mois que l'Algérie vit au rythme du mouvement populaire du 22 février, réclamant un assainissement total du régime. Un climat politique inédit dans l'onde de choc se fait ressentir fatalement sur la situation économique déjà largement fragilisée par la chute du prix du pétrole. L'impact de cette instabilité politique va nous mener vers le chaos économique. Vous savez, on a prévu 2,3 ou 2,4 de croissance, on est à 1,4 de croissance. Nous avons prévu un taux de chômage de 7 à 8%, nous sommes à 11% et à 30% pour la jeunesse. Donc, la structure, les ratios de gestion et de structure de notre économie sont au rouge. Des indicateurs au rouge, tous secteurs confondus. Nous ne sommes pas en train de gérer notre économie à l'optimum. Dans tous les secteurs, secteur travaux publics, le secteur du bâtiment, le secteur de l'industrie, le secteur pharmaceutique, le secteur agricole, nous sommes en train, il y a une sous-utilisation des moyens. Actuellement, tous les gestionnaires ont peur. Tous les gestionnaires de l'État ont peur de prendre des décisions aujourd'hui. Une psychose règne et des questionnements quant au sort des entreprises dont les patrons ont été écroués. Il faut voir la structure juridique de l'entreprise. Est-ce que c'est une SARL ou SPA? Si c'est une SPA, il y a des actionnaires. Donc il y a un gestionnaire, on peut remplacer. Mais à court terme, mais à long terme, l'entreprise va avoir des difficultés judiciaires. Le scepticisme s'installe également à l'échelle internationale, bien que l'Algérie dispose encore de garanties, estiment les experts. Aujourd'hui, tous les agences de notation, Moody's, Fitch, Inch, ils ont baissé la note Algérie. Et le pouvoir politique n'a rien fait. Normalement, avec des réserves de 80 milliards de dollars, on ne doit pas baisser la note Algérie, ce n'est pas possible. Pour cet expert financier, il est vrai que les réserves de change constituent encore une garantie, mais la sortie de crise n'aura lieu qu'en impliquant les compétences. Le politique, c'est lui qui gère l'économie en Algérie. Donc on doit revoir cette équation. On doit mettre un conseil de professeurs, de chercheurs algériens en économie pour donner les solutions. On avait le CNES. Pourquoi on n'entend pas le CNES? Le CNES, il y a des gens très compétents dans le CNES. Pourquoi ils ne les entendent pas? Ça fait pendant 10 ans, ils sont en train d'analyser et donner les solutions. Le temps est certainement venu aujourd'hui pour remettre le gouvernail entre les mains de ceux qui peuvent mener l'Algérie à bon port.
Voilà donc pour ce reportage où Nawal Abadat s'est rapproché de Nabil Jama'a, qui est expert financier sur des questions liées au contexte économique. Avant de rentrer dans le corps du débat de cette émission, je voudrais que vous puissiez réagir par rapport à ce que nous venons d'entendre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme disait l'expert à l'instant, que la situation économique actuelle est difficilement vécue par les entreprises? Elle est à ce point difficile que la notation actuelle par les différents organismes de notation a baissé et a raison ou pas d'être baissé. Votre réaction, Mourad Goumiri? Oui, d'abord, il n'y a pas eu de baisse des agences de notation, mais il y a wait and see. Il n'y a pas eu de baisse officiellement annoncée par les agences, en fait. Oui. Donc, ni Finch, ni les autres agences. Mais il y a un wait and see, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils disent, bon, ce qu'on appelle aujourd'hui le hirak, je ne sais même pas comment le traduire en français, puisque chacun a sa propre définition. Il faut que cette situation aille très vite et qu'on arrive enfin à une stabilité, c'est-à-dire un président de la République, une assemblée, etc. etc. Pourquoi? Tout simplement parce que la signature aujourd'hui du président, du Premier ministre, des ministres et des PDG n'ont plus de sens. Personne ne croira quand Sonatrach va signer, son président va signer un papier, on va dire, mais monsieur, est-ce que demain vous serez là encore? Et sur cette base-là, que les agences de notation aujourd'hui ne veulent pas se prononcer sur la notation ou l'évaluation risque de l'économie algérienne? Non, le travail d'évaluation se fait. Ce sont d'immenses modèles où il y a tous les ingrédients, etc. Le travail d'évaluation se fait. Maintenant, ils ont fait ce travail d'évaluation et ils attendent de voir dans quel sens notre pays va aller. Pour l'instant, c'est pacifique, c'est civilisé, c'est ordonné. Bon, il n'y a pas de problème, au sens émeute. C'est pas octobre 88, il n'y a pas de sang, etc. Mais ils disent et ils recommandent, il n'y a pas que toutes les autres institutions internationales, ils recommandent que cette période soit courte. Ça veut dire quoi, courte? Ça veut dire qu'on ait rapidement des gens légitimes, en commençant par le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, les assemblées élues, etc. etc. Qu'il y ait une stabilité politique. Bien sûr, pour que les gens puissent avoir une légitimité. Un contrat n'a de sens que si vous êtes légitime pour le signer. Oui. Si vous n'êtes pas légitime... Est-ce que vous pensez également que la notation de notre... ou plutôt l'évaluation de risque de notre économie est quelque chose qui peut être tranché demain ou bientôt? Écoutez, d'abord, il y a un élément d'analyse important sur lequel je voudrais apporter une nuance. C'est que la crise économique qui se profile n'est pas le résultat de la crise politique de court terme que nous connaissons depuis 4 mois. Donc on ne doit pas imputer à la situation politique la crise qui se profile devant nous. Elle se profile devant nous depuis plusieurs années et je dirais que nous sommes en fait dans ce sens inverse. En fait, c'est la crise politique qui est le résultat d'une dérive donc à la fois institutionnelle et économique depuis de longues années. Au niveau de Caire, on a attiré l'attention déjà depuis la loi de finances complémentaire en 2009 qu'on prenait le mauvais cap. Nebni avait lancé l'alerte et le célèbre dessin de l'iceberg, du Titanic qui se dirige vers l'iceberg en 2011. Donc personne n'a le droit de dire aujourd'hui qu'on ne savait pas ou bien on n'a pas été prévenu qu'on allait dans le mur. Aujourd'hui, on arrive au mur et c'est normal que une fois arrivé en face du mur, une crise politique se déclenche avec un effondrement du régime qui était en train de nous emmener dans cette direction-là. Donc je crois qu'il faut avoir cet élément d'analyse. Mais pour ce qui est de ces agences internationales... J'y arrive. Justement, je rejoins professeur Goumiri quand il dit que, en fait, nous sommes d'abord dans une situation courte à l'échelle du temps, parce que la crise politique, elle est là depuis 4 mois, mais déjà les prémices étaient avant, et il serait prématuré de la part d'un organisme de notation d'aller très vite sur une dégradation de la note Algérie, alors que des éléments, il y a un élément d'attentisme objectif, parce que on ne sait pas comment ça va déboucher. Mais il est clair que si on s'enfonce dans la crise politique, c'est-à-dire que si on n'a pas des éléments d'issue
à la crise, donc consensuels, qui nous permettent de déboucher très rapidement vers une issue, ça va nous amener à une dégradation. Le plus important, par contre, avant d'attendre les notations, ce wait-and-see-là est défavorable à l'économie algérienne, parce que cette situation d'attentisme dégrade la perception. Avant que ce soit une perception d'organismes de notation et d'analyse du risque, d'organismes professionnels, il y a la perception des opérateurs économiques. Et la perception des opérateurs économiques fait que les gens disent aujourd'hui, on n'a pas d'interlocuteur. Je crois que c'est un élément très important. Il n'y a pas de vision, de visibilité, il n'y a pas de visibilité. Sur le moyen terme. On ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas comment ça va se passer à l'avenir. Et donc, ça va décaler dans le temps plusieurs projets. Et ça peut être préjudiciable. Et que ce wait-and-see ne doit pas durer. Votre point de vue sur la question, M. Djelloul Boubir? Oui, je rejoins l'avis de mes confrères. Bon, il est évident que les agences de notation tiennent compte de ce qui se passe et tiennent compte également de la capacité du pays à faire face à ses engagements futurs. Et ces engagements, et donc la capacité de faire face à une dette qui serait appelée donc à croître de plus en plus, elle est prise en compte. Bon, nous sommes actuellement dans une phase, comme l'a dit le professeur Gouméry, dans une phase de wait and see. Tout dépendra de la capacité du peuple, notre peuple, à dépasser la phase de pré-révolution que nous vivons actuellement. Et il est évident également que la situation juridique de certains managers de grands groupes algériens, donc qui sont actuellement incarcérés, jette un climat de suspicion sur tous les opérateurs, et ça crée une crainte et ça aggrave les risques, les risques que la vision, en tout cas, détériore l'image que nos partenaires et le partenaire ont vis-à-vis de l'Algérie. Vis-à-vis du contexte économique algérien. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, c'est précisément le sujet de ce débat. Et j'entame ma première question. Peut-on considérer que toutes les entreprises qui ont vu leur manager écrouer sont considérées d'ores et déjà en situation de danger, c'est-à-dire potentiellement en liquidation ou tout au plus de plan social, avec tout ce que cela peut impliquer comme perte pour l'entité elle-même et l'appareil de production. Est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont toutes en danger aujourd'hui? Non. Mourad Gouméry. Non, il faut faire la différence entre la personne physique et la personne morale. Et jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là n'ont pas été condamnés. Il faut quand même le temps judiciaire n'est pas le temps économique, n'est pas le temps politique, etc. Donc il faut que les choses soient rétablies. Une entreprise, vous avez tout un chapitre, un livre entier du Code de commerce qui traite de la faillite, de la banqueroute, etc. etc. Malheureusement, nous n'avons pas de tribunaux commerciaux, on en a parlé tout à l'heure, tribunal de commerce, mais enfin, il y a des chambres et des gens qui, normalement, sont spécialisés dans cette affaire-là. Donc, d'abord, c'est très récent. Peut-être que les gens qui sont en prison trouvent ça long, mais c'est assez récent. Un bon manager, au sens anglo-saxon, c'est quelqu'un qui peut ne pas être là. Indispensable. Tout à fait. C'est une équipe entière qui doit travailler. Oui. Le problème dans notre... D'abord, chaque cas est un cas. Le problème, c'est que ce sont des entreprises, pour la plupart, familiales. Le capitalisme algérien s'est construit sur le capitalisme, autour de la famille. Autour de la famille, donc c'est le fils, c'est le frère, c'est le beau-frère, etc. Et le père, en quelque sorte, le patron, il joue aussi le rôle de père. Donc quand le père n'est pas là, eh bien les enfants, bon. Mais ceci dit, pour certaines entreprises, ils ont un know-how, ils ont des organigrammes, ils ont des structures qui suppléent au fonctionnement normal. Le seul problème qui se pose, c'est que si le juge décide de mettre sous séquestre ou par des mesures conservatoires, puisqu'il y a aujourd'hui, d'après ce qu'on regarde, on ne peut pas préjuger parce que ce sont des enquêtes en cours. En cours, oui. Il y a le secret de l'instruction, etc. Mais si les juges considèrent que l'acquisition ou les acquisitions de ces entreprises sont des acquisitions frauduleuses, et là, il les met sous séquestre, ou bien il désigne un administrateur judiciaire, etc. Là, c'est encore, on va dans une autre affaire. Mais
encore une fois, on ne peut pas faire Donc d'une généralité. cela dépend des affaires, comment elles sont, de quelle manière elles se composent et quels sont les chefs d'inculpation qui concernent l'entreprise ou l'activité en elle-même. Tout à fait. Mais l'activité en elle-même continue. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons de l'huile sur la table, etc. Donc, Et c'est important de le dire et de le rappeler, d'autant que voilà, la production nationale est quelque chose sur lequel notre économie compte énormément. On a reculé sur les importations de beaucoup de produits. Et la production nationale, en tout cas ces dernières années, a été le fer de lance de plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Il se trouve qu'aujourd'hui, la production nationale est mal vue par le biais de ces affaires. Alors je vous repose la même question à Ali Harbi. Est-ce que ces entreprises sont en majorité en danger ou selon les cas? D'abord, ça va dépendre selon les cas, évidemment, mais pour rester dans une approche générique, ça dépend des acteurs. Il y a un acteur entreprise, et là, aujourd'hui, on va parler de l'entreprise, c'est des salariés, c'est du travail, c'est de l'activité, c'est du know-how, c'est des organisations. Est-ce que ces entreprises-là, face à un risque de crise, ont des dispositions en termes de gestion, d'organisation, de gouvernance, de continuité d'activité? La continuité d'activité, c'est des structures qui permettent au lendemain du... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
crise. Aujourd'hui, c'est une arrestation d'un manager, d'un directeur. Demain, ça peut être n'importe quel type de crise. Ça peut être une catastrophe. Renault a perdu son président. Voilà. Mais la marque continue à fonctionner. Absolument. L'exemple Renault est probant. Et là, c'est un problème de gouvernance d'entreprise. C'est-à-dire que, et tout à l'heure, on discutait avec M. Goubert avant de commencer l'émission, sur la définition d'une entreprise. Une entreprise, quand on approche, c'est des structures. Donc, est-ce qu'on a les structures? Ça, c'est du côté la problématique entreprise. Et quand on est en situation de crise qu'on n'a pas prévu, on doit pallier au plus pressé. La deuxième dimension, maintenant, c'est de l'autre côté aussi. De l'autre côté, je me permettrai de dire une chose, sans interférer dans les affaires elles-mêmes ou sur le fond des affaires, par respect, je dirais, à l'indépendance de la justice, quelque chose qu'on défend tous, c'est qu'il ne faut pas non plus casser les entreprises, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de surenchère de la pression judiciaire. Et on a vu par le passé que sur l'historique, depuis la libéralisation et l'apparition du secteur privé, mais aussi dans le cadre du secteur public en Algérie, qu'on a trop facilement cassé des entreprises à des moments où on pouvait préserver l'activité, même si un manager doit aller en prison ou qu'il va être condamné ou pas, d'ailleurs. Et il faudrait quand même aussi prendre des dispositions pour ne pas interrompre sciemment l'activité dans une confusion entre la personne qui est incriminée ou l'ensemble de personnes incriminées et l'organe lui-même, l'entité qui est un bien social. Et je voudrais insister sur cet aspect-là, parce que dans la culture en Algérie vis-à-vis de l'entreprise, on a trop tendance à confondre l'entreprise, le patron, la famille fondatrice, etc. Et donc dans une logique d'une approche patrimoniale de l'entreprise, où l'entreprise ferait partie des meubles du patron un petit peu. L'entreprise est un bien social. C'est vrai qu'elle appartient à un fondateur ou à une famille fondatrice dans le cadre de l'entreprise familiale, mais c'est aussi des salariés, c'est aussi des savoir-faire, c'est un produit, c'est des clients, c'est des fournisseurs. On doit tenir compte de ce bien social et essayer de le préserver. Alors justement, l'entreprise est un bien social, mais il arrive aussi que pour certaines entreprises qui font l'objet d'affaires menées en justice actuellement, selon les réactions de nombreux internautes qui nous suivent sur la page Facebook de l'émission, nombreux considèrent que ces entreprises-là, en tout cas pour celles qui ont vécu et qui ont évolué grâce à la commande publique, essentiellement, mériteraient le sort qui consisterait à les voir disparaître. Ça, c'est le point de vue de beaucoup de gens. Et vous allez amener des Chinois? Est-ce que, alors, oui, la question, elle se pose à vous, experts, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une réflexion qui tient la route? Si on s'en tient à l'aspect purement comptabilité financière, à partir du moment où le patron est absent, on ne sait pas pour combien de temps. Donc le centre, c'est lui la source de la décision principale. C'est grâce à lui que la commande publique vient à lui, parce qu'il utilise ses entrejans, etc. Donc là se pose sérieusement le problème de la continuité d'exploitation. Et sur le plan comptabilité financière, on doit en tenir compte. Les états financiers, à partir du moment où il y a ce doute, donc, devront être arrêtés selon la valeur liquidative des actifs. Mais c'est une notion qui est intangible, hein, se dire que ça a des conséquences. Il n'y a que le patron qui peut prendre un crédit, il n'y a que le patron qui peut obtenir un crédit d'investissement, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être apprécié et par qui? Ça peut être apprécié par l'expert interne ou par l'auditeur interne. C'est le patron qui ramène la commande, c'est le patron qui ramène les crédits au niveau de la banque, c'est le patron qui décide, la décision est extrêmement centralisée, ce n'est que lui qui a la parole et qui décide. Donc à ce moment-là, il y a des conséquences. Lui est absent, donc le devenir de l'entreprise est directement associé à sa présence. Lui n'est pas là, donc se pose la question de la continuité d'exploitation de l'entreprise. Il faut faire une analyse différenciée selon chaque cas. Le type de fonctionnement des entreprises. La question s'est posée, est-ce que ces entreprises sont régies selon le code de gouvernance universellement admis? Est-ce qu'elles ont une comptabilité fiable? Est-ce qu'elles ont une gouvernance? Est-ce que toute la question est là, hein? Est-ce que les travaux qu'ils réalisent sont conformes aux standards techniques donc en usage de par le monde? Toute la question est là.
Oui. Parce que tout cela a une conséquence sur la finance. Et là, je parle en tant que commissaire aux comptes, qui étudie les états financiers. D'autres entreprises n'ont pas besoin de cela. Les entreprises où la décision est plus ou moins décentralisée, etc. Donc le risque n'est pas le même. Bon, ceci dit, il ne faut pas avoir une vision comptable pour approcher ce type de situation. La société, c'est pour ça qu'on hésite le terme de société, elle appartient à toute la société. Et donc, il faudrait voir les tenants et l'aboutissant. Il faudrait sauvegarder en tous les cas l'outil de production qui est là, quelles que soient les conséquences, il faut que cet outil... Quel que soit son niveau de valeur ajoutée, parce qu'on sait qu'il y a des activités qui apportent une haute valeur ajoutée, il y a d'autres activités. Je citerai par exemple celle de l'assemblage auto. Et évidemment, ce choix n'est pas prémédité de ma part. Puisque le cas de TMC est assez exceptionnel. C'est une entreprise qui a vu tous ses managers, c'est-à-dire l'ensemble, le président directeur général ainsi que les présidents des différentes filiales, toutes sont impliquées dans une affaire de corruption. Aujourd'hui, les salariés de cette entreprise peuvent-ils encore espérer que cette société puisse exister, d'autant que l'on dit souvent que l'activité d'assemblage est une activité à très faible valeur ajoutée. Mais la problématique, cette unité d'assemblage, elle est là. Oui. Elle emploie des gens. Elle paye ses impôts, enfin, je pense. Elle doit payer ses impôts. Donc il faut la sauvegarder. Maintenant, réorienter le type d'activité vers autre chose, ça, il faut aller dans ce sens-là. Mais le fait est là. C'est un outil, il faut le sauvegarder. C'est un outil national. Je rejoins si vous permettez. Je crois qu'on ne peut pas sortir une règle générale. Chacun est un cas. Quand vous parlez d'assemblage, je ris parce que ce ne sont pas les entreprises d'assemblage. C'est juste un exemple. Oui, bon, mais c'est un exemple. C'est des hangars avec quelques mécaniques, etc. Bon, alors si vous me dites les gardiens, les femmes de ménage, etc., ce sont effectivement des salariés. Bon, ça, on peut. Mais normalement, dans les cas d'espèce, le juge désigne un administrateur. Parce que là, quand on me dit ils vont fermer ou ils peuvent fermer, mais d'abord, il faut le court terme. Certainement, les décisions d'investissement, les décisions d'expansion, les décisions, etc., ne seront pas prises. Mais d'abord, il faut gérer le court terme. Le court terme, c'est quoi? C'est les salaires, c'est les fournisseurs, c'est tout l'environnement de l'entreprise qu'il faut gérer. Et pour cela, si on considère que la personne qui est en détention ne peut plus et ne doit plus gérer, il appartient au juge de désigner un administrateur pour que justement les choses ensuite, l'actif net... Excusez-moi, ce n'est pas du ressort de la base sociale, c'est-à-dire des travailleurs de l'entreprise, de désigner un responsable qui remplacerait. Est-ce que légalement, je pose la question bêtement, est-ce que légalement c'est faisable? Qu'est-ce qu'avoir un salarié avec la propriété? Le salarié a sa place... Je parle de gestion, je parle de gestion. Oui, mais le salarié, il a sa place dans l'entreprise en tant que salarié. Là, on parle de patron, c'est-à-dire de propriétaire. Oui. Donc, ce sont deux choses complètement différentes. À la limite... De prise de décision, en fait. À la limite, même s'il n'était pas en prison, il aurait pu les licencier tous. Baisse d'activité. Beaucoup d'entreprises arrêtent pendant 1 mois, pendant 2 mois leurs salariés parce que c'est des arrêts techniques, dit-on, parce qu'il y a une baisse d'activité. Donc ça n'a rien à voir, les choses sont très claires. Je crois qu'il faut d'abord, par rapport au cas que vous avez pris de l'assemblage automobile, distinguer des problématiques de politique publique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce secteur-là et dans cette filière, ou qu'est-ce qu'on ne fait pas? Que fait-on de ces usines? C'est de la politique publique, comment les orienter, tout ça. D'un problème d'ordre judiciaire, et sur lequel, comme ça a été souligné par tout le monde ici, on ne peut pas se prononcer pour le moment. D'abord, on n'a pas assez d'éléments, et puis, ce ne sont pas des juges ici. Donc, c'est à la justice de se prononcer. Maintenant, pour revenir à la problématique de fermeture ou de continuité, je crois qu'il y a d'abord une problématique interne à l'entreprise, avant d'en arriver à des désignations d'administrateurs ou de liquidateurs dans le cas extrême. C'est le fonctionnement des organes sociaux de l'entreprise.
D'accord. Le drame en Algérie de la gouvernance du secteur économique, c'est qu'on a permis que des entreprises ne présentant pas de garanties de gouvernance, je ne parle pas des garanties de sûreté réelle, je parle des garanties de gouvernance. C'est-à-dire que des entreprises qui ne sont pas des SPA, qui n'ont pas de conseil, qui n'ont pas de structure organisationnelle, tout ça, puissent bénéficier d'énormes crédits, puissent bénéficier d'avantages de marché public et tout ça. Donc, parce que ça n'a jamais été vraiment un critère d'attribution ou un critère Disons que ce n'est pas la garantie que demande la banque avant de donner un crédit. Mais vous savez que dans d'autres pays, ça fait partie du paquet d'exigences avant d'accorder un crédit ou bien d'accéder à un marché public, c'est quelle est la gouvernance de cette entreprise-là. Est-ce qu'en situation de crise, je répète, la crise peut être d'un autre ordre, cette entreprise a la capacité de continuer. L'évaluation risque, en fait, c'est la... Évidemment. Et le risque de gouvernance est un élément d'analyse de risque. Est-ce que cette entreprise présente un risque de gouvernance ou pas? Ensuite, je voudrais, sur la question de la désignation d'administrateurs, c'est régi par la loi, de toute façon, parce qu'il ne s'agit pas de mettre dans le débat public est-ce qu'on met des administrateurs ou pas. Pour l'instant, on ne sait pas si la justice a désigné des administrateurs à la tête de ces entreprises. Elle ne le fera pas tant qu'il n'y a pas de concernées. décision. Parce que pour désigner un administrateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, il s'avère que l'entreprise n'est pas en situation de rembourser, elle est en cessation de paiement par rapport à des échéances, ou elle est carrément en situation de faillite. Oui. C'est à ce moment-là qu'on va passer à des désignations d'ordre judiciaire dans le cadre d'une décision de continuité d'activité. Donc, ça ne va pas venir comme ça. Et ce n'est pas un fait du prince ou une décision qu'on prend, et certainement pas une décision qu'on prend dans le cadre d'un débat public. Oui. D'accord. Alors, justement, il s'agit, comme vous le disiez au départ, il est question de politique publique, de savoir est-ce que l'outil de production, on le garde, on sauvegarde, ou bien est-ce qu'on l'abandonne? Est-ce qu'on a besoin de garder ces usines, par exemple, de semblage ou pas? Chaque cas est un cas. Oui. On ne peut pas généraliser. L'activité elle-même, que cette personne soit là ou pas là, qu'elle soit en prison ou pas, ça, si cette activité se justifie, il faut la faire continuer. Hein. Prenons deux cas. L'affaire Khalifa, l'affaire Tonic. Oui. D'un côté, on a laissé une institution qui avait plusieurs filières, etc., complètement se désagréger, avec tout ce qui s'est passé ensuite. Et de notre côté, on a dit, bon, on va nationaliser ces actifs parce que c'est une activité, parce qu'il y a un chiffre d'affaires, il y a un marché, etc. etc. Oui. Donc, encore une fois, si le juge vous dit, bon, moi, monsieur, cette entreprise, tout ce que vous avez, c'est de l'argent public que vous avez piqué aux banques, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a plus rien à faire. Bah, il n'y a plus rien à faire. D'abord, il va falloir que la justice se fasse, mais ensuite, il appartiendra au pouvoir public de dire, bon, quand les banques japonaises ont failli, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement japonais? Il les a nationalisées. Il les a requinquées, ensuite il les a remis sur le marché. Malheureusement, nous n'avons pas ce mécanisme. La bourse, chez nous, c'est une rigolade avec 2 ou 3 entreprises publiques et 1 ou 2 entreprises privées. Oui. Mais si on avait cet outil, on aurait pu, n'est-ce pas, en tous les cas, sauver l'entreprise en trouvant un autre acquéreur à travers l'émission d'actions, etc. Alors, là c'est pour ça que moi, je n'ai pas beaucoup parlé d'affaires en cours, si vous voulez. Il vaut mieux qu'on reste dans Alors justement, on va faire le comparatif avec des affaires qui sont passées comme celle de Khalifa, et notamment celle de Tonic Emballage. On reprend le débat dans une poignée de secondes. On revient après. Ce programme vous est présenté par JICA. Alors le parallèle avec l'affaire Tonic Emballage, vous venez de l'évoquer, Mourad Goumiri, ça va en droite ligne avec le sujet qu'on est en train de débattre. Pour rappel, Tonic Emballage est une entreprise qui a croulé sous les dettes et a dû être rachetée par la banque qui était créancière, la BOD. Et actuellement, pour information, cette entreprise est en grande difficulté. Nous avons appris de sources confirmées du ministère de l'Industrie et des Mines que l'entreprise était à découvert d'abord, qu'elle avait énormément de difficultés à payer ses salariés et que voilà, le sujet est en train d'être discuté au niveau du département de l'industrie. Aujourd'hui, le choix de nationaliser ou de reprendre, comme disait Mourad Goumiri, est-ce que c'est une option à envisager, sachant que la situation économique et financière est très difficile actuellement? Pour revenir à l'affaire de Tonic Emballage,
C'était 10 sarls qui ont été donc concernés. L'affaire a été déclenchée à la saisine, à la demande de la Badr, qui était la principale créancière, puisqu'elle avait 65 milliards de dinars de créances sur la principale sarl. Et ensuite, la demande a été élargie suite à la saisine de la Banque centrale d'Algérie, donc qui a demandé, donc, en accord avec le Trésor, qui a acheté donc, les actifs toxiques de la Badr. Et donc, c'est la décision du Trésor qui a créé une EPE depuis 2011. Les difficultés qu'on rencontre, donc l'outil a été sauvegardé. La situation financière a été rétablie. Mais la situation que vit actuellement Tonique Emballage n'est pas due au passif. Elle est due au fait qu'elle n'arrive pas à donc, gagner des marchés, puisque le plafonne actuellement à 60% des besoins, elle n'arrive plus. Ces investissements sont obsolètes et n'arrivent plus à répondre à la demande. Elle ne que 30% du marché, de la demande. C'est-à-dire qu'il y a encore... Ça a baissé. Parce que, pourquoi? Parce que l'investissement, l'entreprise n'a pas suffisamment investi pour se mettre à la page, donc répondre aux besoins qualitatifs du marché. Donc son outil de production n'a pas été actualisé. Absolument. Et donc, et nous nous trouvons actuellement à peu près dans la même situation. Nous avons des activités et des actifs qui sont là, il faut absolument les sauvegarder. Le juge, à la demande du principal créancier, qui sont les banques publiques, donc il peut nommer soit un agent séquestre, mais ce séquestre ne peut qu'encaisser et faire les dépenses qui sont obligatoires, personnelles, etc., mais il n'a pas le droit de faire autre chose, ou nommer un administrateur qui, lui, a le pouvoir de gestion, jusqu'à ce que la décision définitive du tribunal tombe. À ce moment-là, la décision, il appartient au juge de définir en quelque sorte le cahier des charges pour soit le séquestre, soit pour le conseil, pour l'administrateur. Et dans le cadre du travail de cet administrateur potentiel, désigné par la banque pour gérer le temps que l'affaire soit conclue, que l'affaire aboutisse du moins, est-ce qu'il peut engager des décisions telles que des investissements ou bien est-ce qu'il va juste maintenir une situation... Tout dépend de la décision du juge. Si le juge estime nécessaire qu'il appartient à l'administrateur de mettre un plan de développement, il le fait. Sinon, tout dépend ce sont des missions qui sont réglementées. C'est une décision du juge qui décide. Mais l'administrateur, il remplace le conseil d'administration. En général. Il remplace également les actionnaires. À lui seul, À lui seul. Tout à fait. Aujourd'hui, il rend compte au juge. Excusez-moi. Il rend compte au juge. Aujourd'hui, est-ce que le magistrat est en mesure de prendre une telle décision, de dire cette activité doit continuer de telle manière ou prendre plutôt cette direction? Non, le juge de commerce s'appuie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'abord de prendre des mesures conservatoires pour ne pas que tous ces actifs disparaissent, etc. Ensuite, il va essayer de trouver un repreneur. On va essayer de trouver un repreneur, c'est-à-dire qu'en fait, il va la mettre aux enchères en quelque sorte, et vous avez peut-être des gens qui vont dire bon, cette partie m'intéresse ou cette partie m'intéresse, etc., pour faire redémarrer. Si, encore une fois, l'outil le permet. Quand vous parlez d'emballage, plutôt de montage, quels sont les actifs qu'ils ont dans les usines de montage? À part le terrain, qui peut-être ne leur appartient pas, et le génie civil. Ils ont des clés à fourche, c'est quoi vous êtes parti voir ce que c'est que ces usines de montage ou pas? Donc il faut être sérieux. Il n'y a pas d'usine de montage, il n'y a pas d'usine d'automobile. On s'est amusé, n'est-ce pas, à donner des monopoles à certaines personnes avec des marques particulières par rapport à d'autres. Vous ne pouvez pas mettre tous les assembleurs dans le même sac. Mourad Goumiri, il y a bien un investissement pour certains ex-concessionnaires devenus constructeurs, ne serait-ce que pour assembler les SKD. On parle bien de SKD, et d'où viennent les collections, on les voit rentrer. Et d'où elles viennent, ces SKD? C'est de l'importation. Tout à l'heure, vous avez parlé de production nationale. J'essaie de vous dire qu'il y a un montage. Et pour le montage, il y a bien une infrastructure qui a sollicité un investissement. Entre partir de l'embouteillage et monter une route de secours, il y a une marge.
Oui. Un véhicule, vous savez combien il y a de pièces dans un véhicule? Donc il faut être sérieux. Hein. Oui. Vous n'allez pas me raconter... D'abord... On parle d'assemblage de SKD, hein, c'est bien Oui, ça, on ne mais, dit pas de bêtises. oui, mais SKD. Mais le problème, c'est que vous ne construisez pas une industrie automobile sur cela. Regardez les Marocains. Allez voir l'usine Renault du Maroc. Donc, et pour vous allez comprendre la différence. Mourad Goumri, pour vous, il n'y a pas d'actifs dans ce secteur et donc il n'y a pas de question à se poser s'il faut garder ou pas. C'est bien ça. Très peu. D'accord. Qu'est-ce qu'ont C'est fait les votre point de vue. assembleurs? Ils sont partis voir le banquier, ils leur ont dit, je vais importer tant de millions de dollars. Vous savez, Ce sont des créances d'importation et pas d'investissement. D'ailleurs, Allez, on vient de restreindre cette enveloppe à 2 milliards de dollars. Effectivement. Bon. Effectivement. Donc, on en a parlé la semaine dernière, justement. Voilà. Allez-y. Je crois que, d'abord, par rapport aux histoires de nomination, désignation par la justice d'administrateurs, je crois qu'il faut bien, pour faire le parallèle avec Tonic, il faut se rappeler que Tonic Emballage a 65 milliards de dinars. C'était 65 milliards de dinars échus, d'endettement échu, hein, donc qui était totalement basculé sur un compte de découvert. Et donc, c'est important, c'est-à-dire que c'est une dette exigible immédiatement, et l'entreprise n'étant pas en situation d'honorer ses engagements. Oui. Et donc, ça va en justice, la banque dépose, donc va en justice, et c'est sur la base d'une décision de justice que la banque récupère ses actifs. Donc, tout appartient à la banque. Donc, le terme nationalisation, c'est une nationalisation en seconde position par le transfert au Trésor. Parce que le terme nationalisation est une intervention du Trésor et pas d'une entité économique qui est une banque. C'est-à-dire que si demain une banque reprend une entreprise parce qu'elle récupère son argent, tout simplement, ça ne s'appelle pas une nationalisation. Qu'on soit bien clair. C'est une reprise d'actifs. Elle reprend son argent, c'est normal. Jusqu'à concurrence de ce qu'elle a prêté. Elle est créancière, elle récupère ses biens. Ça ne s'appelle pas une nationalisation. Quand on parle de nationalisation, c'est une intervention du Trésor public. Oui. C'est ce qui s'est passé avec Tonic Emballage. En deuxième temps. Exact. En deuxième temps, parce que c'est d'abord la BADR, ensuite la BADR, comme ça dépassait de très loin le volume d'activité de la BADR, elle-même étant mise en danger par cette créance. Hein, rappelons-nous la situation de la BADR à l'époque, qui risquait elle-même d'être emportée par l'affaire Tonic Emballage. Absolument. Donc il y a eu ensuite le concours du Trésor pour... dans le deuxième temps, et c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler de nationalisation. Bien. Maintenant, pour revenir au contexte actuel, on ne doit pas aller trop vite en besogne, parce qu'il y a des éléments d'information dont on a qui seront fournis à temps dans le cadre des procès instruits, de qu'est-ce qui a été illégal dans ces activités-là. Parce qu'on peut parler, dans certains cas, d'un endettement excessif. Oui, c'est le cas pour certains groupes qui sont concernés, qui se sont endettés pour le triple de ce qu'ils pouvaient emprunter. Cela aussi peut, de la même manière que Tonic, tirer vers le bas l'activité de la banque. En tout cas, si madame, vous êtes capable de me ramener un marché, moi je vous rémunère pour cela. Oui. Hein? À part que ce marché, vous éliminez tous les concurrents et vous l'obtenez grâce à une personne auquel vous donnez de l'argent. Ça devient de la corruption. Quelqu'un un homme d'affaires qui vient vous ramener des marchés, etc., pour un industriel, c'est extraordinaire. C'est une aubaine. Hein? À part que le système qui a été mis en place, c'est complètement différent. Donc, à partir de ce moment-là, l'actif net de votre entreprise, c'est quoi? C'est pratiquement l'argent de la corruption, parce que le coup de fil qu'il a donné au banquier pour qu'il vous donne ce crédit, le coup de fil qu'il a donné au Wali pour qu'il vous donne le terrain, le coup de fil qu'il a donné, etc., tous ces coups de fil-là, et qu'il rémunère par ailleurs, eh bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? Haddad, par exemple, enfin, j'aurais pas dû prononcer son nom, mais une entreprise de travaux publics, qu'est-ce qu'elle a comme actif, à part les engins? Elle a un bureau d'études, elle a un siège, etc. Une entreprise, elle a une masse salariale. Les économistes ont souvent tendance à oublier l'entité morale, l'âme de l'entreprise, c'est bien la masse salariale. Donc, c'est quand même des gens qui travaillent et qui sont là et qui souhaitent garder leur travail. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut d'abord rechercher les solutions de continuité d'activité. Tout à fait. Oui. En priorité. Tout à fait. Selon vous, Djiloul Bouguer, il faut remonter à l'origine. Pourquoi cette société a été créée? La plupart de ces sociétés ont été créées non pas pour créer de la valeur ajoutée, mais pour s'enrichir sur le plan personnel. Parce qu'il y avait des marchés. Parce que les marchés ont été obtenus légalement, obtenus très facilement. Parce qu'on crée des sociétés
étrangères là-bas, et puis comment on appelle ça, on achète auprès des sociétés qui nous appartiennent. Donc ça nous permet de, ça devient un outil de multiplier. transfert. Bien sûr. Avec les surfacturations. Surfacturation extraordinaire. Parce qu'on bénéficie, on cultive à outrance l'abus de biens sociaux. C'est toute la famille qui est rémunérée alors qu'elle ne travaille pas, etc. Leur objectif, ce n'est pas de dégager des bénéfices. Ils ne visent pas la répartition des dividendes à travers les bénéfices accumulés. Non. Leurs bénéfices, eux, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Et la plupart des sociétés qui appartiennent aux oligarques, c'est comme ça. C'est ça le problème. Actuellement, Djeloul Boubir, je vous pose la question à vous précisément, qui êtes commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes, les experts comptables ont une sacrée responsabilité au sein de ces entreprises. Évidemment, vous ne représentez pas le conseil. Je suis aussi commissaire aux comptes OMI. Hein. Oui, alors vous êtes deux sur le plateau, vous vous sentirez moins seul. Mais réellement, ces agissements que vous venez précisément de décrire, est-ce qu'ils auraient dû être notifiés, comment dire, jugés et en tout cas signalés comme modèle de gouvernance complètement incompatible et dangereux pour la nation? La situation a été vécue avec Khalifa Bank. Nous avions des commissaires aux comptes qui ont malheureusement failli. Parce que les diligences n'ont pas été accomplies. Je plains ses confrères et ses consoeurs qui sont commissaires aux comptes auprès de ces oligarques. Bon, je les plains sérieusement. Et j'espère qu'ils n'auront pas de problème. Mais la situation est extrêmement difficile. Personne ne les a forcés d'être là où ils étaient. Non, c'est une obligation légale. Le commissaire aux comptes est une obligation légale. Personne ne m'oblige à être commissaire aux comptes d'une entreprise. Ah oui, d'accord. Mais l'entreprise a une obligation légale d'avoir un commissaire aux comptes. Et le commissaire aux comptes, dans ses diligences, il y a les réserves. C'est Goméry. Oui. La question se pose, est-ce que ces entreprises disposent vraiment d'un commissaire aux comptes? Je n'en sais rien. Parce qu'ils sont là. Ils sont dispensés de tout, ces gens-là. Oui, mais ces entreprises c'est autre chose. Ils ne payent pas d'impôts. Le problème, il est là. La réglementation, si vous le permettez. La réglementation dispose que le commissaire aux comptes doit... Dans les textes, oui, les arrêtés, les décrets qui gèrent la profession. Il doit signaler dans les réserves et il peut aller jusqu'au procureur de la République. Alors comment vous l'expliquez dans ce cas-là? Les commissaires aux comptes qui étaient donc en charge d'auditer ces entreprises qui ont appartenu à des oligarques, est-ce qu'ils ont sciemment fermé les yeux? Mais il faut lire les rapports du commissaire aux comptes, si vous permettez. Regardez, on parle des commissaires aux comptes, on parle de défaillance de ce corps-là. Ce n'est pas seulement pour ces entreprises dont les patrons sont en prison. Parce que regardez l'effet domino qui risque d'avoir lieu aujourd'hui sur ce type de défaillance. Et on va tomber sur des dizaines de milliers de cas similaires. Ce n'est pas 3 ou 4 entreprises. Parce qu'il y a un aspect système là-dedans qui fait qu'il y a des connexions, il y a des relations. Et puis, regardez la situation des entreprises étatiques. C'est des entreprises qui aussi prêteraient aussi à des tas de dépôts de plainte, de poursuites judiciaires, etc. On n'en parlera pas. Mais il y a un effet domino. C'est-à-dire si on ouvre la boîte de Pandore aujourd'hui, on va avoir des tas de cas. Ce que je voudrais dire, moi, à ce sujet-là, c'est qu'il y a plusieurs parties incriminées qui sont parties prenantes de cette dérive. On a parlé à l'instant des commissaires aux comptes, parlons des banquiers, parlons de l'administration locale qui attribue ces terrains, etc. Parlons du fisc, de la douane. Parlons des assurances. Des domaines, des assurances. Un article il y a quelques jours où quelques noms qui sont cités dans les affaires-là auraient des milliards de centimes de dettes envers leurs assureurs. C'est-à-dire qu'ils prennent des assurances qu'ils ne payent pas. Ensuite, est-ce que c'est normal qu'un assureur peut accorder un crédit? Évidemment, c'est tout à fait normal, c'est une relation commerciale, mais jusqu'à quel niveau de risque? Leur titre leur permettait en fait d'outrepasser tout ce qui est réglementaire. Et donc le plus important ici, si vous permettez, le plus important finalement, ce n'est pas de rester la tête dans le guidon de qu'est-ce qui s'est passé avec X ou Y, puisqu'on voit bien que c'est une dérive systémique. Donc ce n'est pas les 3 ou 4, cas qu'on nous présente à la vindicte publique. Si vous permettez, professeur, on doit tirer les leçons pour le système économique algérien. C'est la gouvernance de l'économie algérienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit changer de logiciel. On dit, on doit changer de paradigme économique. Jusqu'à maintenant, le logiciel était basé sur quoi? C'était comment accéder coûte que coûte à la rente. Voilà le logiciel de l'entreprise, malheureusement, qui a été dominant pendant
longtemps, mais au moins ces 20 dernières années. Mais c'est plus ancien. Vous avez peut-être remarqué que chaque fois qu'on appelle un oligarque, il y a soit un Premier ministre, soit un ministre qu'on appelle. Et des fois, c'est la confrontation. Donc, ce rapport vicié qu'on a créé entre, d'une part, une entreprise et d'autre part, un homme politique, quel que soit son grade, parce que maintenant, comme les choses ont transpiré, on me disait il y a quelques jours que les comités de crédit des banques ne se réunissent parce que les personnes ne veulent signer les demandes de crédit. Et de sources officielles, nous avons contacté la BEF et ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent que les banques continuent à travailler le plus normalement possible. De sources officielles, hein, alors, même si ça ne vous convient pas. Bon, je connais cette institution parfaitement. La BEF, c'est qui représente la banque. Oui, je connais bien. Allez-y, M. Boubir. Je voudrais profiter de cette tribune pour attirer l'attention sur un fait. Là, on essaie d'imaginer un petit peu quel serait l'impact négatif sur l'économie nationale du fait de la disparition éventuelle de ces groupes. Mais on ne peut pas. On ne peut pas l'évaluer, cet impact, ni en termes sociaux, ni en termes financiers. Pourquoi? Vous savez que la loi qui a institué la comptabilité financière en Algérie, dans son article 34 et 35, oblige toute entité soumise à la comptabilité financière, toute entité soumise à une autorité, à une décision, à un centre de décision, qu'il soit national ou étranger, de présenter des comptes qu'on appelle combinés. Comptes combinés, par exemple, telle société ou tel oligarque, il a une centaine de sociétés en son nom, etc. Les sociétés n'ont aucun lien de participation entre elles, et bien cet oligarque est obligé de présenter des comptes combinés. Ceci ne se fait pas. Donc il faudra que ça se fasse. Même des comptes consolidés, très peu le pratiquent. Secteur public surtout. Deuxième recommandation, il faudrait que toutes les sociétés présentent des bilans sociaux. En date et en heure. Sociaux en termes d'emploi, en termes de cadre, en termes de personnel, en termes d'impact social. Ça ne se fait pas. Social et environnemental maintenant. Tout à fait. L'impact sur l'environnement, parler de tonique emballage, avec son impact sur l'environnement, je pense que moi, ils ont dû provisionner, et si on doit provisionner, donc c'est un impact sur les résultats, et ça doit être des milliards de dinars de pertes. Aujourd'hui, ces comptes-là ne sont pas systématiquement je ne connais pas, je ne peux pas me prononcer, mais ça m'étonne qu'on puisse provisionner pour des milliards de dinars. Je vous donne un cas. La société anglaise qui a pollué la côte de San Francisco, là, comment elle s'appelle? La société British Petroleum, BP. Elle avait provisionné 50 milliards de dollars. C'est énorme. Le troisième chose qu'il faut, sur laquelle je lance une recommandation, c'est que les informations des entreprises doivent être transparentes. Actuellement, il faut demander au CNRC avec un mot de passe, et souvent c'est très bloqué pour avoir une information sur le plan financier. Il faudrait que la transparence fasse partie du paysage. Ça fait partie donc de la, comment on appelle, de la circulation de l'information financière. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi la bourse ne fonctionne pas. Voilà. Parce que les entreprises cotées en bourse sont obligées de communiquer. Donc les documents. On a fermé la bourse pour éviter cette transmission de cette liquidité. Je complète uniquement en disant que les textes existent. Les textes existent, tout à fait. Les textes, les entreprises sont tenues de déposer, mois d'avril, le bilan, et il est publié sur le bulletin officiel des annonces légales. Mais c'est difficile quand même. Vous dites qu'il est important, d'une part, de communiquer sur les comptes sociaux, de donner l'ensemble de ce que ces oligarques possèdent. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas touchés par des affaires en justice de corruption, mais qui sont peut-être sous ISTN, donc potentiellement exposés à des affaires en justice. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de leur demander de dire exactement tout ce qu'ils possèdent? Bien au contraire, nous sommes dans une situation où sûrement les détenteurs de richesses vont essayer de cacher leur propriété ou leur relation. Évidemment. Regardez, nous, on parle d'un déclic à faire. Il y a un déclic qui doit se passer, qui est dans vraiment un changement de mode de fonctionnement de l'économie, et en particulier sur les aspects de gouvernance.
Donc ce déclic, il concerne tout le monde, évidemment. Et si ce déclic n'a pas lieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va rester dans des anciennes pratiques. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va égorger quelques moutons, mais il y en a d'autres qui vont venir les remplacer puisqu'on va rester dans les mêmes règles. L'occasion aujourd'hui qu'on a, c'est justement qu'on change ce paradigme-là vers un cadre de gouvernance nouveau. Hein, M. Boubir parlait de transparence. Il y a derrière la notion d'exigence de transparence. Parce qu'aujourd'hui, on demande, tout à l'heure, il y a quelques jours, on parlait d'un cas où une entreprise qui accéderait à des marchés publics, etc. Et on ne connaît pas le vrai actionnariat de cette entreprise-là, alors que c'est une donnée publique en principe. Et donc, une opacité totale. Il faut qu'on sorte de ce cadre d'opacité. On ne connaît pas le niveau d'endettement, on ne connaît pas le niveau de fonds propres réels. Je ne parle pas de ce qui est inscrit sur... Toutes les entreprises ont une double comptabilité. Voilà, sortir ce n'est pas des entreprises privées. Oui. L'exigence dont parle notre ami et collègue, c'est d'abord que l'État ne fasse pas de l'économie. Depuis quand l'État est réputé commerçant? Vous savez, dans un discours de M. Sellel, bon, j'en parle parce que ça m'a tellement... Avec les Wali, il fait un discours à Club des Pins, il leur dit, messieurs les Wali, je vous donne l'ordre d'investir. Est-ce qu'un Wali a les prérogatives qu'il accompagne, qu'il favorise, et ceci. Mais un wali investir, un ministre investir, un président investir, ça ne s'est jamais vu. Et là, on voit les connivences, les exigences. À mon avis, l'exigence la plus importante, c'est la séparation des fonctions régaliennes et la sphère de l'activité économique. La sphère marchande. Tant qu'on ne fait pas ça, tant que vous êtes obligé de voir un wali pour qu'il vous donne un terrain, une autorisation du ministre pour ceci, pour cela, eh bien, cette personne, en contrepartie, va vous demander on appelle ça des mesures d'accompagnement. Oui, oui. Alors, il nous reste encore 2 minutes pour faire un tour de table. Il y a une autre séparation qui est extrêmement importante, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à séparer la fonction de propriétaire de la fonction de gestionnaire. Tout à fait. Il y a un principe fondamental dans la comptabilité jdida, c'est le principe d'intelligibilité. C'est-à-dire que les états financiers sont faits pour les investisseurs, à supposer que ceux-ci aient un minimum de connaissances en comptabilité, en finance et en économie. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Oui. Donc, il faudrait opérer ce gap qualitatif. Séparer la fonction de fonction. La loi 90 sur la monnaie et le crédit obligeait les présidents de banque d'avoir une qualification bancaire. Voilà. Ce ne fut pas le cas. Alors que la loi est claire, elle disait, pour que vous soyez dans le conseil d'administration d'une institution financière, vous devez avoir un bagage monétaire et financier. Autre chose, et je terminerai par là si vous le permettez, il faut mettre en place au niveau des secteurs publics marchands, un marché de la compétence. Il ne faut plus que le politique fasse éruption tous les jours dans la nomination des cadres supérieurs. Il y a un cas des charges qui, d'ailleurs, ça a été initié déjà depuis 1989-90, ça n'a jamais été appliqué. Donc il faudrait que le marché de la compétence émerge dans ce pays-là. Absolument. C'est tout le mal qu'on se souhaite, Djibril Boubir. Une toute dernière question, je vais vous la poser à vous, Nik Maleh Habib, puisque le temps est pratiquement terminé. Aujourd'hui, le partenaire social, c'est-à-dire les salariés, sont dans une grande difficulté, ils se posent énormément de questions. On a dit que la balle se jouait entre le magistrat, l'administrateur éventuellement, et éventuellement les managers qui se seraient auto-désignés si on est dans une configuration de bonne gouvernance d'entreprise. Aujourd'hui, dans quelle mesure le partenaire social peut-il s'imposer et être une force de proposition dans le devenir de cette entreprise, de ces entreprises-là? Je crois que votre question est très importante parce que vous avez dit tout à l'heure l'entreprise, c'est aussi les salariés. Donc ça fait partie de l'identité, je dirais, de l'ADN de l'entreprise. Si on se projette sur des approches de continuité d'activité, la participation du partenaire social dans la définition de la continuité d'activité, justement, ce qu'on appelle la continuité d'exploitation en tant que... c'est un élément clé. C'est-à-dire que si demain, pour prendre une situation en noir, si dans une tentative donc, de continuer l'activité de l'entreprise, on tombe en plus dans un conflit social, l'entreprise, elle est morte. Donc je crois qu'il est important qu'il y ait un dialogue social tout immédiat dans ces entreprises-là pour que le plan de continuité qui sera établi par les managers soit prévu initialement par les organes sociaux soit de fait
pour des mesures exceptionnelles, et bien qu'il puisse y avoir un dialogue qui aboutisse à un consensus interne à l'entreprise sur ce plan de continuité. Encore faut-il qu'il y ait une volonté de la part de l'organe de justice de prendre en considération ou de dialoguer éventuellement mais le juge, avec madame, c'est pas un malade mental. Absolument. Il voit si cette entreprise est viable, etc. Et il regarde s'il y a des offres de rachat qui tiennent la route avec quelqu'un de spécialisé, etc., etc. Et lui, pour lui, il est clair qu'il va tenter. Hein. Bon, maintenant, si c'est plus possible, eh ben, il nomme un liquidateur. Il s'appuie sur il va mobiliser une expertise externe. Hein. Il ne va pas se décider comme ça, ex nihilo. Merci à vous, messieurs, d'avoir fait ce débat autour voilà, du sujet qui concerne les entreprises. Après 10 ans dont les patrons ont été écroués. En tout cas pour l'instant, ils sont actuellement en prison. Merci Monsieur Djiloul Boubir. Je rappelle que vous êtes commissaire aux comptes. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous Mourad Goumiri, professeur associé, expert économique, ancien membre du CNES. Et merci à vous Ali Harbi, spécialiste en gouvernance d'entreprise et en stratégie de développement durable. Voilà, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission. Merci aussi de continuer à interagir avec nous sur la page Facebook de l'émission. Je vous rappelle que la rediffusion sur notre chaîne est prévue demain entre 11h et midi. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route. Sinon, le replay sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et en principe, on se retrouve mercredi prochain.